Vous êtes sur l'NCFM 91.0 avec nous dans Edelin, Dr Mamadou Dinde Diallo, il est vice-doyen chargé des études à la faculté des sciences sociales de l'université de Kindia. Foulaya Aboubak. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix de votre thème de thèse doctorat sur l'histoire de la presse en Guinée? C'est une longue histoire, mon cher Aboubak, et je crois que vous-même, vous êtes, sans le savoir, la base, n'est-ce pas, du fait que j'ai choisi ce thème. Comme on le disait tout à l'heure, lorsque j'étais étudiant, je me suis, n'est-ce pas, exercé à côté de vous, mes aînés. Grâce à vous, j'ai eu la plume, j'ai commencé à écrire. Mais le destin a voulu que je sois recruté en tant qu'enseignant. Ces deux mondes qu'on pense différents, mais qui à peu près font la même chose. L'enseignant, il communique dans un endroit restreint, comparativement à un journaliste qui a un public beaucoup plus large. Et déjà la fibre était née depuis ces années, et je me suis dit, alors pourquoi ne pas m'intéresser, n'est-ce pas, à faire l'histoire de la presse écrite, puisque j'ai remarqué que c'était un domaine qui n'était pas encore touché par les dévanciers. Nos dévanciers, les historiens, se sont intéressés aux grandes périodes historiques, la préhistoire, c'est l'histoire, n'est-ce pas, du Moyen-Âge, c'est l'histoire de l'Afrique précoloniale, avec les résistances et autres, c'est l'histoire de la colonisation, mais ils ne se sont pas intéressés à ce petit facteur de communication qui est, n'est-ce pas, la presse écrite. Si quelqu'un d'autre avait fait pendant la Première République, mais bon, avec, vous savez, l'idéologie, c'était trop encadré, donc c'était pas tellement scientifique, c'était orienté, alors donc je voulais corriger cette lacune. Et voilà, quel est l'élément innovant que votre approche, votre étude, sa contribution, quelles sont les grandes lignes justement de l'histoire de la presse écrite guinéenne? Très bien. Comme je le disais, cette thèse part de la période coloniale jusqu'à, n'est-ce pas, à l'orée du 2010. Et donc ça fait à peu près un siècle d'histoire. C'est qu'on ne croyait pas, parce que pour le commun de mortels, l'histoire de la presse commence en 91. Non, l'histoire de la presse ne commence pas en 91. L'histoire de la presse commence en Guinée durant la période coloniale. Donc je voulais avec cette thèse retracer, n'est-ce pas, chronologiquement les grandes étapes de cette évolution et partir du premier journal sorti sur la terre guinéenne qui a été, n'est-ce pas, l'œuvre des évangélistes catholiques qu'on appelait la Voix de Notre-Dame en 1925 jusqu'à la création des journaux en 91 et leur impact dans l'évolution sociopolitique de la Guinée à chaque période. L'apport, n'est-ce pas, de ces journaux à chaque époque dans l'évolution sociopolitique du pays. Donc voilà, en lisant donc cette thèse, vous allez retrouver oui, pour nos auditeurs, durant la période coloniale, cette période, le journal, qui écrivait et quel était le centre d'intérêt, comment ça se passait? Très bien. Lorsque nous prenons l'histoire de la presse écrite guinéenne durant la période coloniale, je vais, n'est-ce pas, retracer cela en deux phases. Avant 45 et après 45. D'abord, sachons que la presse a été introduite par les colons. C'était, n'est-ce pas, une affaire de colons, pour les colons, fait par les colons. Et en Guinée, c'était, n'est-ce pas, l'église catholique qui a créé, n'est-ce pas, la Voix de Notre-Dame. C'était une manière, n'est-ce pas, d'évangéliser, de donner quelques informations, mais des informations très cadrées. Alors, les lecteurs, vous imaginez qu'il n'y en avait pas beaucoup. Parce que pour lire, quand même, il faut être lettré. Or, à l'époque, il n'y avait pas assez de lettrés. C'était vraiment une affaire de colons. Et dans les pays environnants, comme le Libéria, la Sierra Leone, la presse avait commencé à avoir certaines libertés. Mais il était interdit. N'est-ce pas, dans nos pays francophones, il y avait des lois qui avaient été écrites interdisant la circulation de ces journaux. Alors, tout comme durant la Première République, les journaux passaient sous cape. Avec certains intellectuels, quelques rares intellectuels. Puis la Grande Guerre arrive, 1939-45, avec tout ce que cela a apporté comme bouleversement. Et
dans la vie sociopolitique de l'Afrique, vous savez, le général de Gaulle a promis à la conférence de Brazzaville en 1944 d'octroyer quelques libertés. Et les Africains ont pensé, en participant à cette Seconde Guerre mondiale, qu'ils luttaient pour la liberté et qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en cas de victoire, n'est-ce pas, du camp des Alliés, l'Afrique allait obtenir son indépendance. Cet espoir a été anéanti à la conférence de Brazzaville. Émancipation, oui, mais indépendance, non. Et c'est ce qui a été, n'est-ce pas, le grand résumé de cette conférence de Brazzaville. Émancipation, oui. Indépendance, non. Alors, émancipation, oui, on a octroyé quelques libertés, comme la liberté de créer des partis politiques, la liberté de créer des syndicats, la liberté de créer, n'est-ce pas, les journaux, parce que on a donné la liberté d'expression, donc liberté de lire et d'écrire. Alors, nos dévanciers, les pionniers, n'est-ce pas, de cette époque, ont profité de cela pour créer les premiers journaux. Donc les premiers journaux ont été créés par des leaders politiques et des leaders syndicaux, tels que le Sékou Touré, qui avait créé, n'est-ce pas, Phare de Guinée, Coup de Bambou, hein, et tous ces journaux étaient des journaux vraiment qui étaient des journaux militants et qui militaient pour l'indépendance. De l'autre côté, chaque parti politique avait créé, n'est-ce pas, son journal. Le gouvernement aussi, donc l'appareil colonial avait aussi créé son journal. Donc, il y a eu un multipartisme qui, avant l'heure, le multipartisme a commencé en Guinée pendant la période coloniale. Et en même temps, il y a eu une liberté d'expression. Il y a eu beaucoup de journaux qui sont créés dès l'époque. Donc il y avait des journaux pro-gouvernementaux, des journaux, n'est-ce pas, pour les partis très très hargneux contre, n'est-ce pas, la colonisation. On sentait cela. Alors les journaux qui étaient contre la colonisation étaient réprimés, tout comme maintenant. Alors ces journaux, les journalistes étaient obligés souvent d'écrire sous des anonymats. J'en veux pour preuve un certain Traoré qui, n'est-ce pas, écrivait Réotra, pour ne pas que... Il signait Réotra. Il signait dans Coup de Bambou. Dans Coup de Bambou. Et c'était des militants. Tous les militants, n'est-ce pas, qui avaient l'art d'écrire étaient mis à contribution. Mais ce n'étaient pas des journalistes. Alors, les journaux étaient distribués jusque dans les villages à travers les structures. Et comment étaient imprimés ces journaux, justement? C'était la Rénéo. C'était la Rénéo. La Rénéo, ça veut dire quoi? La Rénéo, il s'agissait d'une petite machine qui permettait, n'est-ce pas, de multiplier, mais c'était mécanique. C'est un peu avec du stencil. Hein, comme le stencil. Il n'y avait pas de photos, vraiment rarement des images. C'était des stencils. Hein, on frappait là-dessus. Et ici, en Guinée, il y avait l'imprimerie du gouvernement qui interdisait aux journaux anticoloniaux, n'est-ce pas, d'aller se faire imprimer. Donc ils étaient souvent obligés d'aller, n'est-ce pas, dans les pays extérieurs. Oui, il y avait aussi en Sierra Leone, émergence d'une presse en Sierra Leone, très engagée. En Sierra Leone, au Libéria, dans les pays anglophones, la différence pays francophones, pays anglophones a commencé à longtemps. Hein, là où c'était trop fermé dans les pays francophones, dans les pays anglophones, il y avait une ouverture. Alors, donc, dès lors, il y avait cela. Donc, vous voyez que depuis la période coloniale, les journaux ont existé. Si de 1925 à 1945, la Guinée n'a connu qu'un seul journal, mais à partir de 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir une multitude de journaux, selon les obédiences. Il y a même eu des journaux thématiques, tels que des journaux du sport, des journaux de la culture, des journaux de la jeunesse. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous imaginer qu'à l'époque, il va y avoir une multitude de journaux comme cela. Hein? Des journaux, c'est vrai, les plus connus sont les journaux politiques, hein? Parce que c'est le journalisme militant, le journalisme de combat a été utilisé. C'était un journalisme de combat. Hein? Alors ceux qui écrivaient pour conscientiser le peuple à prendre, n'est-ce pas, leur avenir en main pour pouvoir lutter contre la colonisation. Alors, Phare de Guinée, Coup de Bambou vont, n'est-ce pas, être supprimés. Lorsque Phare de Guinée a été condamné
à la suppression, les mêmes journalistes ont créé Coup de Bambou. C'est le même journal, Coup de Bambou. Quand en 1952, Coup de Bambou va être aussi supprimé, on va créer, n'est-ce pas, un autre journal qu'on appelle La Liberté. La Liberté, c'est La Liberté qui va, n'est-ce pas, devenir plus tard Horeya, à l'indépendance. Mais maintenant, après, à l'indépendance, justement, malgré qu'il y avait cette floraison pendant la période coloniale et post-coloniale, il y a eu un arrêt. Il n'y avait qu'un seul quotidien, un seul qui paraissait. La vie de la presse suit la vie politique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1958, dans un élan de solidarité nationale, dans un élan d'unité nationale, n'est-ce pas, tous les partis politiques se sont unis pour dire non, n'est-ce pas, à la colonisation à travers le référendum. Puisque l'unité politique a été acquise, je défie quiconque, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, un décret qui a supprimé le multipartisme en Guinée durant la période coloniale. Il y en a, à l'indépendance. À l'indépendance, il n'y a eu aucun décret qui a mis fin au multipartisme. Le multipartisme a été supprimé de fait. De fait. On a dit, nous sommes devenus indépendants. Nous n'avons plus besoin de nous quereller pour des options. L'autre option, c'est le développement. Donc tous les partis politiques se sont autodissous dans le PDG RDA. Tous les journaux se sont autodissous dans Horeya, dans Liberté qui est devenue Horeya. Donc, en tout cas, dès le début, cette unité d'action a été faite sans contrainte. Maintenant, avec la prise avec ce pouvoir qui s'est installé petit à petit, et surtout avec la peur au ventre de l'agression venant, n'est-ce pas, des pays tels que la France, le contentieux franco-guinéen, il y a eu, n'est-ce pas, un repli sécuritaire du parti au pouvoir qui a maintenant a fait qu'on ne pouvait plus créer, parce que créer un journal, c'était, n'est-ce pas, être taxé de contre-révolutionnaire. Contre-révolutionnaire. Et comme vous le savez, le complot qu'on a appelé le complot Petit Touré est né de cette façon. Le complot Petit Touré, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu que dans la constitution guinéenne, il est autorisé à chacun de créer son parti politique. C'était pas interdit. La constitution, la première constitution guinéenne le reconnaissait. Disait que le multipartisme, il existait. Illégal. Alors, petit Mamadou Touré est revenu de la Côte d'Ivoire, a voulu, n'est-ce pas, créer son parti politique. Et finalement, ceci lui a valu d'être arrêté et d'être, n'est-ce pas, jugé comme un élément contre-révolutionnaire. Quel était alors le rôle du journal Jeune Afrique à l'époque, puisque la Guinée n'avait que Horeya, on a vu que Siradio Diallo paie à son âme, et d'autres se sont rabattus justement sur Jeune Afrique pour essayer de continuer de décrire ce qui se passe en Guinée. Quel a été le rôle de ce journal? La presse étrangère. La presse étrangère, voilà. La presse étrangère est venue jouer le rôle que devait jouer la presse le vide laissé par exactement. Je vous dis, au départ, c'est de bon gré qu'on a mis fin. Mais au fur et à mesure, des gens ont eu peur, n'est-ce pas, de quitter le navire. Parce que quitter le navire PDG était se taxer, n'est-ce pas, de contre-révolutionnaire. Finalement, pour combler ce vide, les personnes vont se rabattre sur la presse étrangère qui va circuler à travers, n'est-ce pas, les manteaux. À travers les manteaux, n'est-ce pas, ce journal va circuler en venant du Sénégal, en venant de la Côte d'Ivoire, par les passants, tout ça. Alors, c'est à l'époque qu'on a parlé des radios Cancan. Si vous entendez. Radio-trottoir, Radio Cancan, c'est pour combler, puisqu'il n'y avait qu'une seule radio. Alors, les rumeurs sont devenues sous forme d'une radio, parce que les informations, il fallait que les informations passent, mais il n'y a pas de canal officiel, il fallait qu'on se donne les codes, les mots de passe pour que ça puisse aller.
Avec nous dans Aïe de Lynx, Dr Mamadou Dinde Diallo, il est vice-doyen chargé donc de la recherche, des études à la faculté des sciences de l'université de Kindia. On va marquer une petite pause. On va juste revenir à messieurs Diallo pour des petits problèmes techniques. Je pense que on peut continuer. Alors pourquoi avez-vous centré la thèse sur les groupes de presse, le Lynx, la Lance et l'Indépendant et le Démocrate? Eh bien, là aussi, je crois que il faut rendre à César ce qui est à César. L'histoire de la presse récente de la Guinée dans les années 90 a commencé grâce à certains pionniers tels que Siaka Kouyaté, paix à son âme, qui a créé, n'est-ce pas, Le Citoyen en 1990, en mars 90, le premier numéro. Avant lui, il faut rendre aussi hommage à Ba Mamadou. Ba Mamadou, qui, n'est-ce pas, écrivait des pamphlets à l'époque. Il faut rendre aussi hommage au Rassemblement du peuple de Guinée. Et ça, c'est le RPG. Parce que avant l'heure, en 85, ils ont fait circuler des brochures sous forme de journaux qu'on appelait Sageti. C'est le premier journal sorti de façon clandestine sur le territoire guinéen, Sageti. Et l'un des premiers articles, c'était le poisson pourri par la tête. Après donc, toute cette période, les grands journaux ont été le groupe, le Lynx, la Lance, le groupe, l'Indépendant, le Démocrate. Donc faire l'étude de la presse écrite guinéenne, ne pas se centrer sur ces deux groupes, serait passer du côté. Parce que comment eux, ils ont réussi à avoir des groupes avec tant de difficultés. Je sais comment est-ce qu'on créait ces journaux ici. Moi-même, j'ai été créateur d'un magazine. Mais je sais comment ça fonctionnait. Alors, j'ai été vraiment séduit par l'organisation du groupe Le Lynx, la Lance. J'ai été séduit par l'organisation du groupe L'Indépendant, le Démocrate, qui avait aussi d'autres journaux tels que le Kakimbo, etc. Donc, c'est pourquoi cette thèse sur la presse récente, je me suis focalisé sur n'est-ce pas, leurs produits, d'autant plus que la qualité du travail s'y retrouvait, la qualité des journalistes s'y retrouvait. À l'époque, n'est-ce pas, les écrits du Bazoka, les écrits, n'est-ce pas, de Azoka, tout ça, et les écrits de Selou, qui est actuellement à la présidence, les écrits de Mamadian Baldé, et de Célestin. Alors, c'était des grandes plumes. C'était des grandes plumes de l'époque. Donc, il y avait vraiment du professionnalisme. Donc, j'ai comparé un peu cela aux grands journaux Le Monde, à la mode guinéenne. Voilà. À la 8e question. Alors, lorsque vous avez fait une thèse de Master 2 sur le thème axé sur le Lynx, un satirique sous un régime autoritaire, quels sont les grands enseignements que vous tirez de cette étude? Voilà. Le Lynx, c'est une particularité. Le Lynx est parti vraiment sur un autre chemin dont les Guinéens n'étaient pas habitués. C'est la satire, le rire. Et c'était pas imaginable à l'époque qu'on puisse se moquer du président de la République en l'appelant Fori Coco, en donnant des sobriquets à des personnalités qui faisaient peur. Mais le Lynx a réussi à décortiquer l'information par l'ironie, par le rire. Et comme le disait Siaka m'a dit un jour qu'il a dit à monsieur Diallo Suleiman, le fondateur, comment tu peux faire rire un peuple qui est en train de pleurer. Alors, c'est le succès du Lynx est venu de là. Alors, ce succès du Lynx m'a interpellé. Comment un journal qui s'attaque au fond des problèmes, sans gêne, sans peur,
et qui de temps en temps sont convoqués, n'est-ce pas, à la justice. Comment ce journal a pu survivre depuis sa création? Comment fait-il pour être le numéro 1 devant l'Indépendant, devant le Démocrate, devant les autres journaux? Comment se fait-il? Alors, j'ai voulu donc étudier disons, les atouts de ce journal. Et parce que j'ai remarqué qu'en Afrique, partout où la satire a existé, c'est devenu les journaux numéro 1. Au Burkina Faso, il y a eu ce qu'on appelle l'intrus. L'intrus a été créé au moment où la révolution était très forte au temps de Sankara. Au moment où la révolution était très forte, où les gens avaient peur. Mais on a créé l'intrus, et vous voyez le titre est évocateur, l'intrus. Hein? Alors le lynx aussi, le titre est évocateur parce qu'on parle de l'œil de lynx, c'est-à-dire ce qui regarde loin, ce qui voit loin, qui voit dans l'obscurité, ouais, donc c'est évocateur. Et c'est comme les canards enchaînés en France, oui. Où on a Charlie Hebdo. Mais à votre avis, pourquoi le lynx, puisqu'il s'agit de parler du lynx, oui. Pourquoi le lynx a percé dans cet environnement? Votre étude, qu'est-ce que ça ressort? Il y a 2 points. Premièrement, il y a que aucun sujet n'est tabou avec le lynx. Au moment où le lynx sortait, on avait peur. Il y avait l'autocensure dans les nombreux journaux. C'était un peu l'héritage de la période passée, la période, n'est-ce pas, de la Révolution. Les journalistes avaient peur. Le lynx est venu libérer les journalistes et les journalistes sont allés chercher les problèmes de fond. Ils les ont mis à la place publique. Ce qui fait que tous les lundis, les gens couraient pour savoir de quoi est-ce qu'il va parler le lynx. Donc, il y a ça. Deuxièmement, il y a la qualité du journaliste qui était là. Parce que Diallo Souleymane, il faut savoir, a fait, n'est-ce pas, ses armes en Côte d'Ivoire. Et il a travaillé avec Fraternité Matin. Et donc, il est venu aguerri. Et lorsque vous lisez, n'est-ce pas, lui-même son témoignage sur la création du lynx, vous vous rendrez compte que c'est toute une histoire, que ça peut être un roman. C'est un roman en entier. Alors, il y a la qualité des journalistes, le fait d'aller droit à l'information, et puis, n'est-ce pas, son organisation. Vous savez, les Abraham qui étaient là, c'était pas de n'importe qui. En fait, si vous voulez, c'est une expertise importée. C'est-à-dire que les premiers qui écrivaient, quand vous prenez paix à son âme, c'est quoi, Amadou, paix à son âme, Diomandé, paix à son âme, Hassan Abraham Keita, vous y ajoutez M. Bamad Lamine, qui est là aujourd'hui, et Dieu le garde longtemps, M. Diallo Souleymane. Même chez d'autres, c'était des gens qui étaient venus de Côte d'Ivoire, qui étaient venus dans un environnement guinéen où, en fait, il y avait un peu, je peux pas dire une obscurité. Je n'ai pas parlé d'une obscurité, mais il y avait un nuage. Il y avait un nuage, en fait. Donc, ils sont venus ouvrir les yeux des Guinéens sur une autre façon d'informer. Il faut rendre hommage à Oscar. Il faut ajouter Pessacine. Il faut rendre hommage à Oscar avec aussi. Il faut rendre hommage à Oscar. On nous a raconté que lorsqu'il dessinait, il caricaturait le président, qu'une fois le président l'aurait demandé parce que ça, on lui dit Oscar, il a voulu voir qui est Oscar. Oscar est venu un film, il dit mais attends, c'est toi qui me caricature comme ça, oui. Mais rends-moi plus beau au moins. Moi, je vais vous dire que quand j'étais à l'université, en principe, je lisais pas le lynx. Je disais que c'est mon frère qui aimait. Oui. Je disais que c'est compliqué. Mais quand est-ce que le journal a attiré mon attention? C'est lorsque le pape est venu en Guinée. Oui. Vous avez vu quand le pape Jean-Paul II, quand il venait souvent, il baisait le sol. Exactement. Il faisait donc comme un musulman qui se proste, qui prie. Oui. Et le lynx a écrit, au moment où il mettait le front contre le sol, le lynx a écrit Allahu Akbar. Exactement. Alors j'ai vu que c'était une inspiration tellement bien fait. Exactement. C'était tellement... C'est le paradoxe. Entre l'église, c'était vraiment un paradoxe. Certains parlaient même d'un blasphème, mais en réalité, c'était évocateur. C'était la satire. N'est-ce pas, en Guinée, Allahu Akbar. On va revenir sur ces aspects vraiment de la satire dans le lynx, avec nous dans Aide de lynx. Dr Mamadou Dinde Diallo est le vice-doyen chargé des études à la faculté des sciences sociales de l'université de Fula Kindia. Vous suivez Aide de lynx en Zérécouré sur Liberty 101.7. Aide de lynx au cœur du pays. Pour être au cœur de l'actualité guinéenne, lisez www.guinédirect.org.
c'est dans Œil de Lynx. Œil de Lynx, au cœur des dossiers brûlants. C'est sur Lynx FM 91.0, du lundi au vendredi, de 10h à 11h. Et maintenant, la parole à nos auditeurs sur Facebook et par SMS. Avec nous dans Œil de Lynx, Dr Mamadou Dinde Diallo, vice-doyen chargé des études à la faculté des sciences sociales de l'université de Fouléa. Il faut rappeler qu'il est auteur d'une thèse doctorale intitulée Un siècle de journaux en Guinée, histoire de la presse écrite de la période coloniale à nos jours. Et vous étiez en train de rappeler un peu la une du premier numéro du Lynx. Oui, je disais tout à l'heure, lorsque nous prenons la une du Lynx, on voit une caricature qui montre quelqu'un en train de lire un journal avec une pancarte indiquant la prison. C'est-à-dire que dès la création du Lynx, l'auteur savait que les sujets sensibles qu'il va toucher amènera, n'est-ce pas, beaucoup de journalistes en prison. Et Diallo Suleiman n'a pas dérogé à la règle. Il a été le plus souvent en prison. Il a été arrêté. Ces journalistes ont été bastonnés. Le matériel a été cassé. Et vous avez vécu le martyre. Le Lynx a vécu le martyre en Guinée. Je me souviens également, pour l'indépendance de ce journal, le Lynx refusait même de prendre les primes lorsqu'on était envoyé, n'est-ce pas, en mission de reportage. J'ai encore en souvenir les élections communales au début des années 2000. Nous avons été envoyés à Farana. Et on a tous été appelés par l'AGP où on devrait avoir des per diem, des enveloppes pour payer le transport. Les journalistes du Lynx ont refusé de prendre cet argent pour garder leur indépendance, alors que nous on se battait pour avoir cet argent. Voilà donc un peu ce qui a fait que ce journal a survécu, parce que le journal Le Lynx a défendu l'indépendance de sa ligne éditoriale. Mais attention, le Lynx n'a jamais été aimé par certaines catégories de personnes. Il y a certains qui ont pris le Lynx comme étant, n'est-ce pas, le porte-étendard des victimes n'est-ce pas, du régime de Sékou Touré, voyant au Lynx comme, n'est-ce pas, ceux qui combattent l'ancien régime. Et donc ce sont des bonnes guerres. Il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés même par le Lynx, où des lecteurs reprochaient au Lynx sa propension à, n'est-ce pas, défendre, n'est-ce pas, les victimes de la Première République. Et donc le Lynx, il faut l'aimer, il faut pas l'aimer, mais il faut vivre avec. Quelqu'un disait que Souley Tiangel, qui a fait aussi une étude sur la satire dans le Lynx, que c'est un journal d'opposition, voilà, et non de l'opposition. Voilà, c'est très important. Il faut bien le préciser. Alors, quel lien peut-on faire entre le lectorat et les journalistes dans un contexte guinéen et africain? Ben voilà, tout à l'heure vous parliez de journalistes citoyens. Les journalistes, ils se retrouvent avec en principe ces lecteurs. En Guinée, si vous voyez que le président de la République s'en prend souvent à la presse et dit qu'il ne lit pas la presse, c'est parce qu'il y a le manque de professionnalisme. Il y en a qui prennent la rumeur pour de la vérité et ils l'écrivent. Donc dans les cafés, dans les milieux publics, ils viennent, ils écoutent ce qui se dit là, où il suscite un débat, et c'est ce qui est rapporté. Donc sinon, entre le journaliste et le lecteur, il y a que la spécialisation va montrer, il y a des journalistes pour tel domaine, des journalistes par exemple culturels, des journalistes politiques, des journalistes économiques, et chacun va avoir son public cible. Et ce public cible va être un public qui connaît ce qui se passe. Donc en Guinée, ce rapport, malheureusement, puisqu'il n'y a pas assez de personnes aujourd'hui qui s'intéressent à la presse écrite, peut-être que nous allons parler du rapport de l'auditeur aux journalistes, n'est-ce pas, audiovisuels. Et ces journalistes-là font tout souvent pour pouvoir plaire à l'auditoire, même au risque
n'est-ce pas, de ne pas bien faire son métier. Ça aussi, c'est très grave. Il ne faut pas être l'esclave de son public. Hein. Il ne faudrait pas chercher à dire que bon, ce public-là, il faut le satisfaire, vaille que vaille, il faut dire ce qu'ils veulent entendre pour, n'est-ce pas, être adulé, mais il faut dire ce qui est. Donc, il ne faut pas se laisser influencer par le public, par son lectorat ou par ses auditeurs. Alors, parlons du journalisme, justement, face à son temps. Comment doit-il se comporter? Eh bien, chaque temps a ses réalités. Aujourd'hui, un journaliste qui ne maîtrise pas l'outil informatique n'est pas un journaliste. Un journaliste qui ne sait pas se connecter, qui ne sait pas, n'est-ce pas, utiliser les canaux modernes n'est pas un journaliste. Alors, c'est pourquoi dans votre coopération, vous allez voir en fonction de l'âge, n'est-ce pas, vos aînés et vous n'avez pas la même manière de travailler. Parce que vos aînés, ils sont restés bloqués, n'est-ce pas, aux années où la presse était encore balbutiante. Ils n'ont pas pu s'adapter. Donc le journaliste doit s'adapter à son époque. Regardez, au temps de la colonisation, le journaliste était un journaliste militant, un journaliste de combat. C'était ça. L'objectif était de décrire la colonisation dans sa plus grande face hideuse. Par contre, pendant la Première République, c'était aussi un journalisme idéologique. Ils étaient les plus grands idéologues. Et parce que tout était dicté par le parti au pouvoir, le parti État. Mais aujourd'hui, quand on regarde la télévision guinéenne, oui, il y a ce retour de ce journalisme un peu idéologique à travers ces éditoriaux que nous livrent tous les soirs Ansoumana Bangoura. Nous voulons aller vers une plus grande liberté des journalistes. Les journalistes d'État ne doivent pas, n'est-ce pas, sacrifier la notion de la liberté de la presse à l'autel, n'est-ce pas, de la défense d'un pouvoir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui la RTG est mal regardée. Le journal de la RTG, les gens épient quoi? Ce sont les décrets. Ils épient simplement les décrets. Sinon, dès que le journal commence, 5 minutes après, il n'y a pas de décret, vous voyez, n'est-ce pas, on zappe. Et ça, vous pouvez faire une enquête, vous allez voir que les gens zappent le journal dès après 5 minutes. Ils s'en vont ailleurs. Ils s'en vont écouter d'autres journaux qui sont, n'est-ce pas, plus crédibles. Donc, le journaliste doit s'adapter. Il doit s'adapter à son temps. Aujourd'hui, c'est le temps de la liberté d'expression. Même si il y a une ligne éditoriale, ça aussi, chaque presse a une ligne éditoriale, qu'elle soit de l'opposition, qu'elle soit du pouvoir, qu'elle soit ni de l'un ni de l'autre, mais il y a une ligne éditoriale. Le journaliste doit se conformer à cela. Maintenant, c'est vous qui savez, si la ligne éditoriale qui est édictée au Lynx FM vous restez, mais si ça ne vous va pas, eh bien, vous démissionnez. Et pour aller, n'est-ce pas, exprimer vos idées là où il le faut. C'est cela. Alors, docteur, êtes-vous un historien de la presse ou un historien tout court? Ah, bonne question. Bonne question. Je suis avant tout historien. J'ai fait ma thèse dans le cadre, n'est-ce pas, de l'histoire de l'Afrique moderne et contemporaine. Et spécialité, l'étude de la presse. J'avoue que dans mon programme que j'enseigne, malheureusement, il n'y a pas l'étude de la presse. Et ici, la presse est étudiée dans les écoles de journalisme. Moi, je suis dans une université classique. Dans mon département d'histoire où j'enseigne, il n'y a pas, n'est-ce pas, un cours spécifiquement sur la presse. Vous devez créer, exactement. Oui. Nous avons hérité d'abord d'un programme dans le système LMD et nous attendons les états généraux de l'enseignement supérieur pour, n'est-ce pas, rebâtir tous les programmes. Et en ce moment-là, nous allons essayer d'introduire, n'est-ce pas, ce cours. Maintenant, oui, vous êtes l'historien de la presse. Oui, je veux l'être. Parce que ailleurs, il y a une corporation, il y a des laboratoires
uniquement sur l'histoire de la presse. Le père fondateur, n'est-ce pas, de cette histoire de la presse, il s'appelle Jean Tudesque. C'est celui-là qui a étudié le plus la presse française. Jean Tudesque, notamment la presse en Afrique aussi. Il y a Marie Soleil en Belgique, qui a étudié la presse. Et il y a le noble art qui, n'est-ce pas, qui a étudié cette histoire de la presse. Donc il y en a beaucoup, et moi je fais partie aujourd'hui n'est-ce pas, d'un laboratoire en France qu'on appelle Framespa, où nous étudions, n'est-ce pas, ces histoires de la presse. Moi, tous mes articles que je publie, je les publie dans le domaine de la presse. Et pour vous dire, les étudiants que j'encadre, je les envoie vers, n'est-ce pas, l'étude de la presse. Aujourd'hui d'ailleurs, tout à l'heure, à l'université de Sonfonia, l'un de mes candidats va, n'est-ce pas, soutenir son master 2 sur l'histoire de la presse. Monsieur Savané. Oui, voilà, Savané, oui. exactement. Oui, on a travaillé un peu avec lui. Très bien. Qui va donc soutenir sur l'histoire de la presse en ligne en Guinée. C'est la première fois aussi qu'on étudie l'histoire de la presse en ligne, parce que qui vient concurrencer la presse écrite et qui vient concurrencer même les radios. Donc voilà, et je veux devenir cet historien de la presse. Alors, quels sont les défis qui se posent d'une façon générale à l'enseignement de l'histoire en Guinée aujourd'hui? Le problème de source. Problème de source. Pour être historien, il faut, n'est-ce pas, avoir des sources. Les sources écrites, les sources orales. Lorsque, aujourd'hui, nous prenons les archives sont mal tenues. Il est difficile que vous ne pouvez pas comprendre, mes frères, que pour écrire cette thèse, je n'ai eu, n'est-ce pas, les sources qu'en France. Les sources, ici, j'ai passé des mois et des mois aux archives sans avoir quelque chose de consistant. Il a fallu que je sois à la Bibliothèque nationale de France. Il a fallu que je sois à Aix-en-Provence pour que je puisse avoir de la documentation nécessaire. J'ai vu combien de fois à la Bibliothèque nationale de France, le journal Horea est conservé. Il est interdit de le filmer. Il est interdit de le photographier. Pour le reproduire, j'ai reproduit une page de Horea qui m'a coûté 15 €. Une page de Horea. C'est que, n'est-ce pas, ici, on n'en a pas. Alors, pour que l'enseignement de l'histoire se fasse, il faut qu'il y ait des sources. Donc il faut rebâtir, n'est-ce pas, nos programmes. Nos programmes que nous avons actuellement avec le système LMD, j'ai peur de l'avenir, n'est-ce pas, de l'histoire africaine. Parce que beaucoup parlent de l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Amérique, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, les relations internationales, ça a prédominé. Et on a laissé, n'est-ce pas, l'histoire de la Guinée d'ailleurs. L'histoire de la Guinée devait être enseignée à tous les étudiants de la Guinée. Que vous soyez en mathématiques, que vous soyez en chimie, vous devrez, n'est-ce pas, connaître votre histoire. Quelqu'un dit, si vous ne savez pas où vous allez, sachez au moins d'où vous venez. Toutes les haines ethniques, tous les conflits interethniques, potentiels ou existants en Guinée, c'est par méconnaissance de notre histoire. Lorsque je fais l'histoire de la Guinée, tout le monde est venu. Il y a ceux qui sont arrivés avant les autres. Mais dans l'histoire de ce peuple, il y a eu la cohabitation pacifique. Il y a eu l'entraide. Il y a eu la solidarité. Les Guinéens ne sont pas désunis. Les Guinéens ont des relations multiséculaires. Ont des relations culturelles poussées. Est-ce que vous savez que lorsque Timbo a été cassé par les Houbous, est-ce que vous savez que, n'est-ce pas, les Almamis du Fouta sont allés se réfugier à Kankan? D'où le quartier Timbo aujourd'hui à Kankan. Est-ce que vous savez que le titre Almami, que toute personne qui s'appelle Almami, il s'est inspiré, n'est-ce pas, du titre qui est venu du Fouta Djalon? Est-ce que vous savez que Samori Touré a été un allié parfait de Timbo? Lorsque Timbo est menacé, Samori Touré envoyait ses sofas pour défendre le pouvoir de Timbo. Il faut qu'on revienne à l'histoire de notre pays. Il faudrait qu'on enseigne l'histoire de l'Afrique. Il faudrait qu'on enseigne l'histoire de Samori Touré, de Boka Biro, de Béanzin. Est-ce que aujourd'hui vous connaissez ce qu'on appelle les Amazones?
cette armée féminine au Dahomey? On en parle peu. Est-ce que vous connaissez l'histoire des Mossi? Est-ce que vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, des Baoulés qui sont venus du Ghana? Toute l'Afrique de l'Ouest a son origine de peuplement qui, n'est-ce pas, a grouillé après le déchèchement du Sahara autour n'est-ce pas, du fleuve Niger et du fleuve Sénégal. Oui, mais quand même, il y a eu un grand effort au niveau de l'UNESCO avec cette réécriture de l'histoire générale de l'Afrique. Et il y avait des historiens guinéens, notamment le professeur Tramsinian, qui ont participé à cela. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a véritablement des historiens dans le pays, mais c'est la manière dont cette histoire, cette discipline est enseignée dans nos universités. Moi, je parle souvent avec des jeunes étudiants en histoire, et quand je regarde le programme qu'ils ont, c'est vrai ce que vous dites, que ça, je leur ai dit, je dis, mais l'Égypte antique... je ne vois pas c'est bien de connaître l'Égypte antique, mais comme vous l'avez dit, c'est bien d'enseigner aussi l'histoire de la Guinée. La Guinée, je voyais l'autre jour un film sur la traite négrière. Guinée a des sites très bien, plus importants que Gorée. Très bien. Quand vous partez à Farinha, dans Bofa, il y a beaucoup d'esclaverie. La reine Nyaraberi, c'est une reine, n'est-ce pas, esclavagiste très connue. Est-ce que vous savez que les citoyens américains de la Caroline du Sud ont leurs parents en Guinée? Les familles Faber, Emerson et autres. Lorsque je fais l'histoire de Guinée, je sens la passion que les jeunes ont de connaître leur histoire. Malheureusement, c'est limité à un seul niveau. C'est aux historiens. Ce qui fait que, par exemple, à l'université de Foulaya, le département de lettres modernes m'a sollicité pour qu'on introduise ce cours, n'est-ce pas, en licence 3, au bénéfice de leurs étudiants qui font lettres. Parce que faire lettres, il faut quand même connaître d'abord chez soi. Et je plaide, n'est-ce pas, les décideurs, qu'ils fassent de cette matière, surtout de ce cours, un cours transversal. Comme le français doit être un cours transversal, il faudrait que l'histoire du Guinée soit un cours transversal à donner à toutes, n'est-ce pas, à toutes les options de formation à l'université pour cimenter nos relations, pour cimenter notre unité, pour faire de la Guinée une et indivisible. Boubacar, sur Facebook, il y a des réactions. Oui, Boubacar Yakabi, salut docteur, concernant votre thèse, l'histoire de la presse, je veux comprendre votre motivation, ou bien c'est une façon de rendre gloire à l'initiative de Conté, celle de la libéralisation des médias privés en Guinée, gage certaine d'une bonne démocratie, ou bien c'est une façon pour vous de faire aimer par la presse, de vous faire aimer par la presse, parce que c'est cette publication que vous venez de signer, à mon sens, vous semblez être l'une des rares personnes, il veut dire, à vous être intéressé. Est-ce que c'est pour faire plaisir à la presse? Si je me trompe, vous pouvez me rectifier. Non, c'est pas du tout pour me faire plaire à la presse. Non, j'ai voulu combler un vide. Et cette presse, l'histoire que je fais part de la période coloniale. C'est pas limité à la période contemporaine, partant des années 90 à nos jours. Non, j'ai voulu combler un vide parce que, comme vous le dites, je suis l'une des rares personnes à m'intéresser. Mais bien sûr, il y a le grand frère Souley Tiangel, mais qui s'était intéressé uniquement au lynx. Et je sais qu'aujourd'hui, les journalistes en formation, n'est-ce pas, à Kuntia, essaient peut-être d'aller sur le même domaine. Mais moi, je l'ai fait en qualité d'historien, pas en qualité de journaliste, et non pas pour plaire aux journalistes. Pas du tout. Alpha Diallo, depuis Matoto, demande, est-ce qu'il y a un projet de faire de cette thèse un livre qui va être disponible dans les bibliothèques guinéennes? Oui. N'eût été le manque de financement, cette thèse serait déjà publiée. J'ai déjà parlé avec Sansi Kaba à l'occasion de Conakry
capitale mondiale du livre. Ils m'ont répondu favorablement. J'ai demandé un soutien financier à mon université qui malheureusement n'est pas venu. Sinon, c'est mon ambition, c'est mon vœu le plus ardent pour vulgariser, n'est-ce pas, ce qu'il y a dans cette thèse. Et je lance là un appel au ministère de la Communication, aux médias, vraiment, sachez que vous avez là une histoire pour vous-même, et je souhaiterais que ensemble nous donnons le main pour que cette thèse volumineuse de 509 pages puisse, n'est-ce pas, être imprimée. Déjà, Harmattan m'a dit qu'on pouvait l'imprimer en 2 volumes. Et je profite de l'occasion pour saluer mon promotionnaire Sansi Kaba et toute son équipe. Je viendrai certainement pour la publication, c'est mon vœu le plus ardent. Abrak sur Facebook. C'est Mamadou Alpha Diallo qui nous tire un peu de ce livre pour nous amener au campus. Est-ce qu'il y a eu des perturbations de cours à l'université de Kindia? Dites-nous les causes. Est-ce que tout est fini? Bon, il y en a qui font des échappées. Écoutez, ce qui s'est passé à l'université de Foulaya, tout à fait passé. Bon, je ne vais pas dire tout va bien, mais en tout cas, les cours ont... Vous avez limité les dégâts. Voilà, on a limité les dégâts. Docteur, celui-ci dit, je vous écoute avec intérêt. Sa question est de savoir quel est le rapport entre historien et journaliste. Diallo Thierno Suleiman. Vraiment, je m'attendais à cette question. C'est une très bonne question. Le journaliste est un partenaire, n'est-ce pas, de l'historien. Pourquoi? C'est ce journaliste d'aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui est la matière première de l'historien de demain. Moi j'appelle les journalistes les historiens de quotidien. Les historiens au quotidien. Ils écrivent, ils figent à travers la caméra, à travers les micros, n'est-ce pas, des éléments qui seront archivés. Et archiver, l'historien, c'est ce qu'il va utiliser. Moi, pour que j'écrive cette thèse, il a fallu que les journalistes écrivent à un moment donné. Lorsque je prends les scandales financiers en Guinée, qui ont été dénoncés par la presse, c'est grâce à la presse, grâce à l'écrit. À l'époque, on n'avait pas écrit pour qu'un historien puisse l'utiliser, c'était pour informer, mais ça tombe après dans le domaine des archives. Alors, historien et journaliste, voici 2 personnes qui travaillent côte à côte et pour éclairer le passé. Docteur Mamadou Diallo, vice-doyen chargé des études à la faculté des sciences sociales de l'université de Kindia Foulaya avec nous dans Aidelinks, et nous sommes au terme de cette émission. Le message à tous ceux qui vous écoutent en ce moment. Alors, je souhaite d'abord une très bonne fête aux journalistes du monde, mais particulièrement aux journalistes guinéens. Je leur demande de travailler avec abnégation, mais surtout de travailler avec une certaine indépendance de l'esprit. Il faudrait qu'ils connaissent la déontologie. Journalistes que vous êtes des agents de développement. Vous pouvez développer un pays, mais journalistes que vous êtes aussi une arme de destruction massive. J'en veux pour preuve les journalistes de la radio 1000 collines au Rwanda qui, n'est-ce pas, à cause de ces émissions remplies de haine, a favorisé le génocide. À ce moment crucial de notre histoire où, n'est-ce pas, le tissu social n'est pas du tout en bon thème, il faut que vous, journalistes, vous privilégiez l'unité nationale, la paix, le progrès et la concorde. Bonne fête, chers confrères. Eh bien, aux journalistes guinéens de travailler avec abnégation et indépendance, il faudrait également maîtriser l'éthique et la déontologie dans l'exercice de ce métier. C'est le message que livre Dr Mamadou Diallo.